Janvier 1971. Je sortais de prison en Bolivie, ce qui est une autre histoire, bien que ce soit la même histoire. Je suis arrivé au Chili, j'ai rencontré Salvador Allende, président élu de la République chilienne depuis 4 mois. J'avais toutes les questions à lui poser. J'avais approché la vie et la mort du Che Guevara, incarnation de la lutte armée en Amérique latine, et apparemment Allende incarnait le pôle opposé, la victoire par la lutte électorale. Or, les deux hommes se connaissaient, s'estimaient. Je ne savais pas encore qu'ils auraient en commun quelque chose de plus, le même assassin. Très vite, Allende me montra l'exemplaire de la guerre de guérilla que le Che lui avait offert avec cette dédicace à Salvador Allende qui par d'autres moyens cherche à obtenir la même chose. Affectueusement, Che. A Salvador Allende, qui por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che. Je l'ai dit dès avant notre victoire. La lutte révolutionnaire peut être le foyer guérillero, la guerre du peuple, l'insurrection et aussi bien les élections, selon le contenu qu'on leur donne. Pour certains pays, il n'y a pas d'autre possibilité que la lutte armée. Là où il n'y a pas de parti, pas de syndicat, là où il y a dictature, qui va croire à une possibilité électorale? L'Amérique latine est un volcan en éruption. Les peuples ne peuvent pas continuer de mourir à la place de vivre. Tu sais très bien que sur ce continent, il y a 170 millions de semi-analphabètes et analphabètes. Tu sais qu'il manque 14 millions de logements, que 70% de la population est sous-alimentée. Potentiellement, nous sommes des peuples riches, très riches. Alors qu'en fait, nous connaissons le chômage, la faim, l'inculture, la misère morale et la misère physiologique. Les peuples d'Amérique latine n'ont pas d'autre issue que la lutte, chacun selon sa situation réelle, mais lutter. Lutter pourquoi? Pour conquérir l'indépendance économique, pour être des peuples libres aussi sur le plan politique. Parler d'indépendance économique et politique en Amérique latine, ça leur vient à parler des États-Unis. Je posais donc à Allende la question, qu'attendez-vous de ce côté-là? Si nous nous référons à l'histoire, il est évident que nous pouvons craindre bien des choses. Notre expérience de ce point de vue est dramatique, tragique, sanglante. Cela va de la politique du garrot à la politique du dollar, en passant par le débarquement des marines. Nous savons tout cela. Cela dit, nous pensons que les États-Unis aujourd'hui, comme peuple et comme nation, passent par des phases très différentes du passé. Ils ont de très graves problèmes intérieurs. Pas seulement le problème racial, pas seulement les Noirs. Il y a des secteurs ouvriers, étudiants, intellectuels qui n'acceptent plus une politique agressive. En plus, ils ont provoqué l'écœurement mondial par leur attitude au Vietnam. Ça leur rend les choses plus difficiles en Amérique latine. Nous n'avons aucune position agressive vis-à-vis du peuple américain. Donc, s'il y a agression, c'est d'eux qu'elle viendra. Elle ne viendra pas de nous, même verbalement. Monsieur Nixon est président des États-Unis, je suis président du Chili. Jamais je n'aurai un mot contre Monsieur Nixon tant que lui respectera le président du Chili. Maintenant, si les États-Unis rompent avec cette obligation, si une fois de plus ils font table rase de l'autodétermination et de la non-intervention, ils peuvent s'attendre à une réponse digne d'un peuple et d'un président. Justement, que signifiait être président? Les travailleurs avaient porté Allende au gouvernement. Avait-il pour autant pris le pouvoir et quand le prendrait-il? Nous aurons le pouvoir quand le cuivre sera chilien, quand le fer sera chilien, quand le salpêtre sera totalement chilien, quand nous aurons fait une véritable réforme agraire, rapidement et profondément, quand l'État contrôlera le commerce d'importation et d'exportation. En un mot, nous aurons indiscutablement le pouvoir quand le Chili sera un pays économiquement indépendant. De là, notre ligne fondamentale, l'anti-impérialisme,
Et notre projet fondamental, nationaliser les richesses essentielles du pays. Lénine disait qu'il y a deux types de réformes, celles qui visent à freiner la révolution et celles qui visent à ouvrir le chemin à la révolution. Je crois que les nôtres sont de celles qui ouvrent le chemin à la révolution. Nous avons la prétention, et je le dis avec modestie, nous avons la prétention de créer une voie nouvelle et de montrer qu'elle est possible. Ce sont des transformations profondes qui mènent à la révolution. Et tu sais bien ce que nous avons toujours dit. Nous voulons créer un gouvernement démocratique, national, révolutionnaire et populaire qui ouvre la voie au socialisme, parce que le socialisme ne s'impose pas par décret. De la part d'un marxiste, cette réponse amenait évidemment une autre question. Est-ce qu'à ce jeu, la bourgeoisie ne risquait pas de réabsorber petit à petit les conquêtes du prolétariat et de geler les réformes dans le réformisme? En un mot, qui utiliserait qui? Je m'excusais du caractère peut-être un peu provocateur de ma question. Je ne crois pas qu'un camarade puisse me provoquer par une question. On dit que je suis un provocateur professionnel. Eh bien, je ne me laisserai pas provoquer. La réponse à ta question, le prolétariat. La question est importante. Et la réponse est brève, le prolétariat. C'est un pari. Pour aller plus loin, je me faisais l'avocat du diable. Je lui opposais qu'il avait dit lui-même que le temps des fronts populaires en Amérique latine était passé. Il me répondit que ce n'était pas un front populaire. On peut l'appeler Front des travailleurs, Front patriotique, Unité populaire, mais avec une colonne vertébrale qui fait que la classe ouvrière est indiscutablement le moteur. Parce que, même s'il n'y a pas hégémonie d'un parti, les partis socialistes et communistes représentent indiscutablement 90% des travailleurs, ouvriers, paysans, employés. Donc, si la question est qui utilisera qui, mettons que j'accepte la forme de la question et je te réponds le prolétariat. Et s'il n'en était pas ainsi, je ne serais pas là. Vous avez dit que dans le domaine de l'économie sociale, le gouvernement allait offrir une participation à la direction des entreprises, aux travailleurs, aux employés et aux techniciens. Alors, du fait que vous êtes socialiste, et connaissant les relations du Parti socialiste avec la Yougoslavie, cela me fait penser à l'autogestion. Non. Nous avons formulé la nécessité qu'un certain pourcentage d'ouvriers, d'employés et de techniciens soient présents à la direction des entreprises. Mais cela n'implique pas que ces entreprises vont être autonomes ou vont fournir une production indépendante. Nous sommes partisans d'une économie centralisée. Les entreprises devront accomplir le plan de production fixé par le gouvernement. Naturellement, pour fixer le plan, nous discuterons avec les travailleurs. Mais nous n'allons pas remettre une entreprise à ses ouvriers pour qu'ils produisent ce qu'ils veulent. Ou pour que ceux qui se trouvent gérer une industrie vitale pour le pays en tirent des avantages personnels. S'il fallait ainsi tenir compte de contradictions possibles entre les travailleurs, que dire des secteurs modelés par la bourgeoisie à son image et pour défendre ses intérêts? La justice, la police, les forces armées. Ce qui était hier les instruments de l'oppression, pouvaient-ils se changer aujourd'hui en défenseurs des opprimés? Les juges disent qu'ils appliquent la législation en vigueur. S'il y a une nouvelle législation, ils l'appliqueront. Et cette nouvelle législation, c'est nous qui allons l'énoncer par une réforme constitutionnelle ou par les lois que nous présenterons au Congrès. Et si nous nous heurtons à un refus de quelque chose de fondamental, nous irons au plébiscite. Quant aux forces armées, tu ne peux pas les comparer à celles des autres pays latino-américains. Jamais elles ne sont intervenues en tant que telles comme forces répressives. Seulement en de très rares occasions, à la demande du gouvernement.
J'ai entendu un camarade dire ceci. S'il y a trahison, il n'y a pas affrontement. Donc s'il n'y a pas trahison, il y aura affrontement. Vous croyez l'affrontement inévitable? L'affrontement se produit tous les jours, dans tous les domaines. Mais vous ne voyez pas un affrontement direct un jour, un affrontement décisif? Ça dépendra d'eux. S'ils le provoquent, l'affrontement aura lieu. Nous n'attaquerons pas les premiers, mais nous sommes sur nos gardes. Nous savons très bien ce que l'histoire nous enseigne et ils ne nous prendront pas par surprise. Nous savons très bien que les classes minoritaires qui détiennent le pouvoir ne le lâchent pas. Je ne dis pas facilement. Elles se refusent à le lâcher. Ici au Chili, entre mon élection et mon installation au pouvoir, nous avons vécu dans un climat permanent de conspiration organisée, planifiée. Je l'ai déjà dit publiquement, pendant ces 2 mois, je n'ai pas été un homme qui se préparait à prendre en main le gouvernement, j'ai été un chef de la sûreté. Et quand on a commencé à débrouiller les chevaux des conspirations, c'est que j'étais intervenu personnellement. Je lui posais la question de sa garde personnelle, un groupe de jeunes militants qui l'accompagnaient et le protégeaient partout. Ce n'est pas une garde, ce ne sont pas des gorilles, c'est un groupe de camarades. J'ai eu recours à eux pendant la phase préélectorale et pendant toute la période comprise entre l'élection et la constitution du gouvernement. Parce que je n'avais aucune confiance dans le chef de la police du gouvernement, Eduardo Frei, et parce qu'il y avait eu 2 attentats et que ma vie était en danger. Alors, naturellement, je lui demandais si sa vie pouvait encore être en danger. Et ce qui arriverait à son avis si l'ennemi intérieur ou extérieur réussissait à le faire mourir. Je crois que la bourgeoisie part d'une erreur, qui fait de l'homme le facteur essentiel dans un processus social. Nous savons que c'est le peuple, que ce sont les masses. Ce qui n'empêche pas qu'un homme peut avoir une influence déterminée à un moment donné. Eux, ils croient, et de cette croyance, ils font presque une tactique, qu'en éliminant un homme, un politique, un dirigeant, le mouvement social va disparaître. C'est une erreur. Le mouvement pourra être retardé, ralenti. Ils ne pourront pas l'arrêter. Pour le Chili, bon, s'il m'assassine, le peuple suivra sa route. Avec la différence que les choses seront plus dures, plus violentes. Parce que pour le peuple, ce sera une leçon très claire, très objective, que ces gens-là ne reculent devant rien. J'ai envisagé la possibilité de ma mort. Je ne ferai rien pour leur faciliter le travail. Mais ce n'est pas pour moi une préoccupation majeure.